Bonjour à tous et merci mesdames, messieurs d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Droit de réponse sur Equinox Télévision. Vous le savez, Droit de réponse, c'est votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Au menu de nos échanges ce dimanche, d'abord la dernière sortie des évêques du Cameroun au sujet du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La conférence épiscopale réunie en session plénière extraordinaire cette semaine à Yaoundé s'est prononcée sur le sujet et a appelé les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités dans le cadre de l'enquête ouverte pour élucider cet assassinat présumé. Nous parlerons de cette sortie des évêques dans cette édition de Droit de réponse. Autre sujet au centre de nos débats dans cette édition, ce sont les récents mouvements observés à la tête des entreprises publiques, mouvements enregistrés depuis la semaine dernière qui se sont poursuivis cette semaine. Labogénie, Madgénie, ART, entre autres, ont connu un limogeage de leurs anciens directeurs généraux qui ont pour la plupart placé plus de 10 ans à leur poste de responsabilité, une vingtaine d'années pour certains. Alors comment comprendre ce mode de gouvernance au moment où les problèmes de gestion dans les entreprises publiques au Cameroun sont particulièrement pointés du doigt? Nous en parlons également dans cette édition. Et avant de refermer cette émission, nous allons nous arrêter sur ce procès sur les biens mal acquis qui s'ouvre demain à Paris. Un procès qui vise le vice-président équato-guinéen Théodoro Nguema Obiang. Voilà donc le menu de la réponse ce dimanche. Mais vous le savez, avant de continuer de savoir avec qui est-ce que nous allons partager ce débat, nous faisons un tour de revue de presse avec Flavien Tongo. Bonjour Flavien. Bonjour Albertine et bonne chance aux Lions Indomptables qui font leur première entrée en tout cas dans la compétition, la Coupe des Confédérations de football aujourd'hui. Qui se déroule en Russie, bien sûr. En Russie, véritablement. Voilà, nous disons donc bonne chance à nos Lions Indomptables. Alors pour Droit de réponse ce dimanche, deux sujets principaux et puis un troisième quand même qui va nous amener en Guinée équatoriale. Alors, sur l'assassinat de Monseigneur Bala, comme vous le savez, la presse n'est pas allée des mains mortes cette semaine encore, avec notamment la sortie de la conférence épiscopale du Cameroun. Là, selon la nouvelle expression, par exemple, l'Église catholique met donc le Cameroun sous pression, c'est le grand titre du journal. Dans le communiqué des évêques, le journal fait savoir que les évêques du Cameroun exigent que toute la lumière soit donc faite sur les circonstances et notamment les mobiles même de l'assassinat de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Par ailleurs, les prélats réclament aussi les conclusions officielles de l'enquête ouverte depuis plusieurs semaines par les pouvoirs publics. Les hommes de Dieu ont aussi exigé que les auteurs de l'assassinat soient identifiés et livrés donc à la justice. Les évêques insistent et persistent même que Monseigneur Bala ne s'est pas suicidé, il a plutôt été assassiné. À cet effet donc, les évêques demandent à l'État d'assumer son devoir régalien de protection des vies humaines, notamment celle des prélats. Sur cette affaire, donc, Info Matin souligne que la famille de Monseigneur Bala dit non à la manipulation. Selon le quotidien, c'est à la suite donc des messages d'une diaspora bien connue pour sa haine primaire pour le chef de l'État, Paul Biya, des messages qui inondent d'ailleurs les réseaux sociaux et qui accusent d'ailleurs le régime de Yaoundé d'assassinat des différents prélats et particulièrement de Monseigneur Bala. Dans les colonnes donc du journal Info Matin, il est précisé, et selon bien sûr un soldat de l'armée camerounaise déserteur, que le prélat a été tué par balle et jeté dans l'eau des heures avant ce que le gouvernement appelle donc découverte par les pêcheurs. Plus loin, le rédacteur de l'article se demande également si les évêques ne sont pas eux-mêmes responsables ou encore complices de la mort de Monseigneur Bala. C'est une question. Le même journal Info Matin ne donne donc pas de réponse à la question, mais parle plutôt de l'Église catholique prise donc elle-même en flagrant délit de sorcellerie, tout en précisant qu'il y a donc des zones d'ombre contenu dans le communiqué rendu public par la conférence épiscopale du Cameroun, comme pour se demander si le diable n'est pas dans la maison de Dieu. Alors, à la suite donc de tous ceci, le journal Info Matin parle plutôt du jeu trouble de Patrice Bodonouma contre Belinga Eboutou, le soldat déserteur qui utilise d'ailleurs les réseaux sociaux pour faire ses déclarations, cite nommément certaines autorités de la République comme étant donc des hauts responsables ou tout au moins des auteurs de
l'assassinat de Monseigneur Bala. Le journal Info Matin, tout au moins l'info relève que l'opposant autoproclamé et farouche de Paul Biya, Patrice Baudot, indique directement ou indexe alors ce dernier, le directeur du cabinet civil, comme étant l'auteur de l'assassinat de Monseigneur Bala. Alors voilà pour ce qui est du premier sujet. Le second de ce matin ou de cette autre édition de Droit de réponse concerne plutôt la malgouvernance dans les entreprises publiques camerounaises. C'est le cas de l'Agence de régulation des télécommunications qui a vu son directeur partir, ou tout au moins limogé, selon bien sûr les termes du journal. La presse qui suit le sujet du limogeage de Jean-Louis Bebengue ne cesse donc de proposer des angles de traitement variés. La nouvelle expression dit par exemple que l'ancien directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, récemment débarqué, donc fait l'objet d'une surveillance étroite de la police. C'est sur instruction du tribunal criminel spécial. Selon le journal du Carrefour Equinox à Douala, entre 2013 et 2014, le contrôle supérieur de l'État, descendu au sein donc de cette structure, a constaté un trou financier de l'ordre de 20 milliards de francs CFA. L'Œil du Sahel fait savoir qu'avec donc ce montant, c'est les taux qui se resserrent donc autour de celui qui vient de passer près de 20 ans à la tête de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications. Le rédacteur de l'article souligne que Jean-Louis Bemengue explique qu'il a été dupé dans sa gestion par le président du conseil d'administration de l'ART et qu'il ne peut pas subir tout cela seul. C'est à lire également dans le journal. Pour le journal Repère, les constructions, ou tout au moins la construction du nouveau logement de l'ART, la gestion et contrôle des fréquences font partie donc des ambitions que ne réalisera pas l'ancien patron de l'Agence de régulation des télécommunications. Son limogeage donne libre cours à la justice de faire son travail. Voilà pour ce qui est du second sujet. Et comme vous l'avez annoncé, il sera également question de parler des biens mal acquis concernant la Guinée équatoriale, notamment le vice-président, et qui est en difficulté en ce moment. D'accord, exactement. Flavien Ndongo, merci pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Meilleur à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse ce dimanche. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous une dame. Bonjour à vous, Pauline Poinsé-Maninga. Bonjour Albertine, bonjour à tous les membres du panel. Et bien entendu, bonjour à tous nombreux de vos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste en service au quotidien Le Jour, entre autres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour également à vous, docteur Ariel Ntedem, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. J'espère que je répondrai à toutes vos préoccupations. Nous l'espérons également. Vous êtes économiste, spécialiste des finances publiques. Et j'aime bien dire entre autres parce qu'il y a beaucoup d'autres casquettes qui pourraient accompagner cette présentation. Tout à fait. Merci à vous d'être venu. Merci également à vous, docteur Changadjifna. Bon dimanche. Bon dimanche à vous, bon dimanche à vos téléspectateurs. Et pour ce dimanche particulièrement, je voudrais me féliciter de l'audience assez grande de votre émission qui est, ma foi, le fleuron de votre grille de programme. Merci. Vous êtes sociologue et enseignant à l'université de Douala. C'est exact. Et puis il est avec notre consultant. Bonjour Edmond Kambia. Bonjour Albertine, je salue tous les copanélistes et tout particulièrement tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vous êtes consultant pour Droit de réponse, journaliste, chef service politique et politique internationale à la Nouvelle Expression. Tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté, chers messieurs et dames, notre invitation. Nous commençons donc notre débat de ce jour avec le premier sujet. Je parlais de cette dernière sortie des évêques du Cameroun, donc réunis en conférence en plénière, session plénière dans l'extraordinaire le 13 juin dernier, c'est-à-dire mardi. Ils ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont pris position au sujet donc de la dernière actualité triste au sein de l'Église catholique. Il s'agit bien sûr du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour les évêques du Cameroun, il est clair, l'évêque de Bafia a été tout simplement assassiné, brutalement assassiné d'ailleurs, pour reprendre les termes de ce communiqué. Edmond Kambia, la presse s'accorde à dire que c'est une sortie quasi inédite des évêques du Cameroun qui prennent position de cette manière-là, même si pour certains autres journaux, ce communiqué renferme quelques curiosités. Mais de façon globale, comment est-ce que vous avez apprécié la manière dont cette actualité a été traitée par la presse ? D'abord, il faut dire que la réaction de l'Église catholique qui est au Cameroun était très attendue sur cette question. Elle a réagi et à la grande surprise certainement des fidèles ou des Camerounais, c'est que dans le passé,
l'Église n'a pas souvent réagi ainsi. Très souvent, l'Église a attendu en vain les conclusions, n'est-ce pas, des commissions d'enquête qui ont été mises sur pied pour faire la lumière sur des cas d'assassinat des prêtres religieux et religieuses. Mais cette fois-ci, je pourrais dire que l'Église sort de sa réserve et je n'utiliserai pas un terme qui est propre, n'est-ce pas, au cinéma. J'allais dire contre-attaque ou alors met le gouvernement sous pression, comme l'a dit la nouvelle expression. Le traitement dans la presse est à la lumière effectivement du contenu et du message, n'est-ce pas, de la déclaration qui a été faite par la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Parce que le ton est dur, il est ferme. Et les affirmations sont claires, nettes et catégoriques. C'est-à-dire, quand on lit, quand on écoute, n'est-ce pas, ce qui a été dit à l'issue de cette rencontre, de cette assemblée des évêques du Cameroun, on apprend donc que l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Vous voyez bien, le qualificatif brutalement assassiné, cet adverbe-là a toute sa place. Donc, dans le traitement d'information dans la presse, elle varie selon que ce soit la presse privée ou la presse officielle. Dans la presse privée, j'ai plutôt le sentiment que les analystes, les reporters, les journalistes se semblent confortés dans les spéculations qui ont été faites avant, n'est-ce pas, cette sortie. Parce qu'il y a certains journaux qui avaient déjà annoncé la possibilité d'un assassinat. L'Église a confirmé qu'il y a eu assassinat. Il y a également d'autres médias dans la presse écrite qui ont fait des spéculations au départ pour évoquer les deux pistes possibles, soit le suicide, soit l'assassinat. Mais on se rend bien compte que l'une des deux pistes a été confirmée, validée par l'Église catholique, qui demande aujourd'hui, qui interpelle le gouvernement sur la nécessité d'identifier les coupables et de les livrer à la justice. La presse officielle, elle est un peu plus pondérée sur le sujet. Elle rend compte de l'événement sans faire nécessairement des commentaires, donne la parole, n'est-ce pas, à ceux-là, à ces représentants de l'Église qui ont non seulement signé cette déclaration, mais également le porte-parole de la conférence qui a lu la déclaration. Voilà globalement comment la presse a traité de cette actualité. Alors, docteur Charles Ngandjifna, est-ce que vous êtes aussi, vous, de l'avis de ces journaux qui pensent que la sortie des évêques du Cameroun vient un peu mettre la pression au gouvernement au sujet donc, de cette enquête qui est en cours? Évidemment, parce que cette sortie assez incisive et même peut-être sulfureuse des évêques établit quand même une sorte de rupture avec l'état de dormance, parce qu'il faudrait quand même reconnaître que le cas Monseigneur Bala n'est pas le tout premier, puisqu'il le précise déjà dans l'esprit de leur lettre que c'est un crime de plus, même s'il est un crime de trop. Il faudrait quand même y voir un certain engagement farouche de l'épiscopat de pouvoir connaître. Et puis si vous rentrez dans la lecture textuelle, il n'est pas dit qu'il faut identifier, mais il faut identifier nommément. Ce qui suppose dans l'analyse sémique que l'Église, qui dispose également d'un certain nombre d'informations et de renseignements, peut-être ont une idée un peu plus précise sur l'identité, peut-être soit des commanditaires ou alors ceux qui ont perpétré ces différents actes-là. Parce qu'il faudrait quand même à l'actif reconnaître que l'Église agit dans le silence et sur la longue durée. Comme leur credo le précise, le silence est le discernement reconnu à l'Église. Et l'évocation n'est pas vaine de savoir qu'il faut ressasser le cas en 88 du père Anthony qui a précédé les événements de Bamenda en 88, mais la mort est venue en 88, mais il était reconnu pour ses homélies assez incisives contre l'État. Après a suivi une valse d'autres assassinats en 90 de l'abbé Bassi, en 91 de Monseigneur Plumet, en 92 de Sœur de Djoum, en 95 de Angèle Bervin. Je crois qu'il y a quand même, l'Église a assez supporté et on peut peut-être pas à leur décharge dire quand même qu'ils ont peut-être un peu trop attendu pour essayer de défendre la dignité humaine. Alors, Pauline Poncet-Maninga, la question que beaucoup de journaux se sont posées cette semaine, c'est pourquoi maintenant? Justement, dans ce communiqué, on recense un certain nombre de décès dans des conditions assez floues, des membres de l'Église catholique, des membres du clergé, mais pourquoi aujourd'hui l'Église catholique décide de rompre justement avec son mutisme qu'on lui a toujours reproché quelquefois? Pourquoi avoir fait ce communiqué? Moi, je pense que déjà on peut se situer géographiquement par rapport à ce meurtre
parce que je n'hésite pas un instant à penser, avant même que l'Église ne parle, on est quand même des journalistes, on enquête, on parle, on fait des recoupements et tout. Et pour tous ceux qui ont, par exemple, été, moi je n'ai pas eu besoin d'aller dans les réseaux sociaux, pour les gens qui étaient à Yaoundé, moi j'ai même été surprise de voir qu'on arrêtait des taxis pour voir les téléphones des gens, et lorsque vous aviez, par exemple, Facebook ou Internet qui communiquait, on demandait aux gens d'effacer et on demandait, bref, quand il y a déjà ce genre de comportement vis-à-vis de la soldatesque, on commence à se demander s'il n'y a pas des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le maximum de populace soit au courant. Il y a ce côté, et lorsque on tend la petite oreille par-ci, par-là, on parle de l'évêque qu'on aurait retrouvé dans l'eau, mais en le ressortant de l'eau, il n'avait qu'une chemise chrétienne, c'est-à-dire les chemises que l'Église catholique a l'habitude de fabriquer, soit en l'honneur de la Vierge, soit du Saint-Esprit. Alors que, semblerait-il, le gardien l'avait vu partir avec une veste dans son véhicule. Et il a porté la veste et a pris son véhicule d'apparat qu'il ne prend pas, qu'il n'empruntait pas souvent, parce que, semble-t-il, il aurait eu un rendez-vous. Semble-t-il, il aurait communiqué avec le nonce. Est-ce que le nonce a fui parce qu'il a su que ça sentait mauvais? Donc pour vous, c'est les circonstances de ce décès on regarde, parce que quand particulier. j'ai fait ma chronique, j'ai dit qu'il faut interroger les silences. Il faut interroger les bruits. Il faut interroger les gens. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si les gens croient que c'est un crime banal. Ce n'est pas un crime banal. Voilà un monsieur qui, d'après ce qu'on dit, est sorti un jour de sa chambre en disant « trop, c'est trop », après l'assassinat de son recteur. On a suivi des prêtres de son évêché qui racontent qu'il était très triste depuis la mort de son recteur. Son recteur trouvait mort bizarrement après que celui-ci ait, semble-t-il, procédé à des affectations disciplinaires. Affectations disciplinaires qui interviennent à la suite du constat d'une série de mauvais comportements de certains prêtres vis-à-vis de jeunes séminaristes. On a parlé de pédophilie, on a même parlé d'homosexualité, on a même parlé de prostitution infantile de ces jeunes. Donc il y a beaucoup de choses. Moi j'ai dit, est-ce que quand le président de la République était dernièrement en Italie, est-ce qu'il a eu à se faire tirer, comme je l'ai lu quelque part, des oreilles par le pape? Est-ce qu'il y a, mais ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas une première que l'Église catholique soit mêlée de près ou de loin à ces histoires-là. Maintenant, c'est l'assassinat qui fait mal. Et, bon. Docteur Ariane Tedem, sauf que justement, la question reste la même. Il y a ce meurtre, par exemple, de l'abbé Njama, qui intervient, le recteur du petit séminaire de Bafia, quelques semaines avant ce décès. Mais on n'a pas vu l'Église catholique sortir comme ça. Pourtant, c'était un décès dans des conditions floues aussi, et tous les autres décès qu'il y a eu avant. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi la conférence? C'est un ras-le-bol, selon vous? Oui, ce que je pense, je dois dire que j'ai vu beaucoup de gens traiter de cette information dans la presse comme dans les réseaux sociaux et même au niveau plus élevé. Mais on oublie là un acteur très important, l'Église catholique tout court. Pas l'Église catholique qui est au Cameroun. Parce que quand vous souvenez-vous, qui nomme ces évêques? C'est le pape qui nomme ces évêques. On a écouté la conférence épiscopale, mais on n'a pas écouté le pape. On n'a pas écouté Rome. Et ça m'indigne. Je suis indigné, pourquoi? Parce que, savez-vous, un évêque de cette trame-là, un homme de Dieu de cette trame, c'est non seulement le berger du peuple de Dieu, mais c'est aussi un haut commis de l'État du Vatican. D'où vient-il qu'à sa mort, c'est la conférence épiscopale du Cameroun qui se prononce? C'est vrai que je dois dire à ce silence qui enveloppe la mort de ces prêtres depuis, c'est un silence qui, à mon sens, me semble être un silence coupable de la part de l'Église catholique qui est à Rome. Je pense qu'il faut aller à ce votre avis, vous attendiez... Je m'attendais à ce que Rome se prononce. La mort d'un évêque ne doit pas être banale. C'est un homme, mais c'est un évêque qui est, comme je l'ai dit, un commis de l'État de Rome. Parce qu'il faut se dire que nous avons là des gens qui ont deux casquettes. Chaque responsable de l'Église est un commis de l'État de Rome, un responsable sur le plan administratif de l'État de Rome, et un homme de Dieu. Donc,
quand la conférence épiscopale se prononce, je ne vois pas la présence du nonce apostolique. Je ne vois pas la voix de Rome. Pourtant, c'est Rome qui nomme, qui gère les évêques. Donc, il faut justement se tourner vers ce côté-là et se demander pourquoi ce silence. Mais la sortie des évêques du Cameroun à la conférence épiscopale camerounaise, pour vous, elle intervient dans quel cadre? Il s'agit d'un ras-le-bol, il s'agit d'une rupture justement avec l'autre église catholique, celle avec la grosse hiérarchie, si vous voulez. Comment est-ce que vous interprétez cette sortie? Oui, je me dis que les évêques ont constaté que c'était un mort de trop. Comme ils l'ont dit d'ailleurs dans un mort de trop. Et cela est de nature à impacter les bergers. Et ils se sont dit, il est temps qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il faut dire quand même que la liste s'allonge. Après la mort de ce prélat, il y a eu un autre prélat qui est mort. Et il se rend compte, à l'évidence, que si rien n'est fait, les prélats vont continuer à mourir, il n'y aura pas, rien ne sera fait, et ça va non seulement affecter le berger, mais ça va affecter aussi la capacité à recruter les prêtres dans nos communautés. Parce que c'est devenu beaucoup plus difficile ailleurs. L'Afrique produit plus de prêtres dans l'Église catholique que partout ailleurs. Mais vous voulez réagir Oui, non, je ne voulais pas réagir. Je voulais juste colmater un peu le propos de monsieur pour dire que je ne pense pas que nos évêques puissent prendre la parole sans en avoir eu l'autorisation par les papes. C'est comme ça. C'est comme un prêtre peut difficilement prendre la parole sans avoir l'autorisation du vicaire épiscopal ou alors de l'évêque. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le nonce apostolique, c'est quelque chose. Et dans une de mes chroniques, juste peu après l'annonce de cet assassinat-là, j'avais demandé qu'on fasse parler le nonce. Assassinat présumé. Voilà, qu'il dise ce qu'il y a dans la lettre. Que le nonce dise pourquoi Monseigneur Bala lui avait dit trop, c'est trop. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas entrer ici. Alors, sauf que justement, la thèse des lettres, voilà, la piste des lettres n'a jamais été officiellement confirmée. Alors, docteur Changan-Kifuna, est-ce que pour vous, la réaction de la conférence épiscopale du Cameroun peut être dissociée de celle de Rome? Pour connaître un peu le fonctionnement de cette église également, qui est la mienne, je voudrais essayer de préciser une certaine chose. Dans l'église catholique, il y a un terme qui est communément, dans la gouvernance utilisé, le terme particulier. On parle d'une église catholique qui est particulière au Cameroun. Donc, il y a une certaine autonomie dédiée à l'épiscopat camerounaise, qui est constitué de tous les évêques. Et le nonce apostolique n'agit qu'au terme de la diplomatie. Et qui plus est, vous rentrez dans la gradation de l'église, le nonce est un évêque. Il n'est même pas archevêque. Alors donc, l'église particulière au Cameroun a cette autonomie-là, mais son action est relayée par Rome, bien évidemment. Et vous comprenez que dans le rapprochement entre le spirituel et le temporel, l'église, même si c'était Rome, Rome doit attendre que la justice camerounaise prenne position ou aille au terme de son enquête avant de se prononcer sur le sujet. Et bien plus, si vous rentrez même dans le processus de nomination des évêques, le pouvoir temporel a préséance d'information. Le président de la République est informé qu'un évêque, au moins au niveau de la communication, qu'un évêque sera peut-être nommé dans tel ou tel diocèse. Donc, alors, pour qu'on comprenne un peu, une sortie de Rome aujourd'hui serait considérée comme une sorte d'ingérence, par exemple, dans les affaires de l'Église catholique camerounaise. Peut-être pas ingérence, mais même peut-être une sorte d'amalgame, parce qu'il faut attendre, il faut d'abord faire confiance à la justice. L'Église ne réunit pas l'organisation judiciaire ou étatique du Cameroun. Il y a une procédure qui a été ouverte, l'Église certainement attendra, mais ce qui est évident, c'est que l'Église de son côté, disposant d'un service de renseignement et d'information, a en sa position des armes. Donc la réaction de Rome ne peut intervenir. Et si vous rentrez même dans la mesure transitoire qui a été prise, à Bafia, il n'est pas question d'un administrateur diocésain, c'est un administrateur apostolique. Et le souverain pontife, avant de prendre cette décision, nécessairement a pris la mesure de ce qu'un prêtre diocésain ne pouvait pas gérer la situation. Il fallait un évêque aguerri. Oui, sur cette question... S'il te plaît, vraiment, s'il te plaît. L'évêque qu'on a envoyé à Bafia, cet évêque nous a tous surpris parce que moi, je l'ai personnellement suivi dans son discours à peine arrivé. 48 heures après son arrivée au diocèse de Bafia, cet évêque s'est permis de dire aux chrétiens du diocèse
il vaut mieux qu'ils s'occupent de leur foi et d'aller au ciel. Parce qu'il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un œil crevé et être borgne que d'aller trop ouvrir les yeux et aller avec les deux yeux en enfer. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? C'est comme s'il venait dire aux gens de fermer les yeux sur cette affaire, de ne plus s'en occuper, alors que ce sont les enfants qui sont au séminaire, sont les enfants des chrétiens de ce diocèse qui confient à des prêtres. Très bien. Oui, je voudrais tout simplement dire, écoute, je voudrais dire à ma consoeur de prendre cela comme une parabole, de ne pas lire au premier degré la réaction de ce prélat. Comprenez cela comme une parabole. Donc il y a beaucoup de symbolique dans sa réaction. Ne le prenez pas c'est pas littéralement. Parce que quand les prélats, les hommes d'église parlent, ne vous arrêtez pas au premier degré. C'est pour cela qu'il y a tout un sens dans les homélies qui sont prononcées par les prêtres. Ils sont formés pour cela. Ils ont fait des études de théologie et de philosophie. Je voudrais dire, concernant la réaction de mon compagniste de droite ici, qui semble s'insurger contre l'église catholique à Rome, de mettre un peu un bémol sur sa sortie, sur sa réaction. Parce que je peux vous dire ici que l'église catholique qui est à Rome, c'est-à-dire la curie romaine, est au courant de tout ce qui se passe au Cameroun sur cette affaire. Et comme l'a dit Charles tout à l'heure, le fait d'avoir désigné un administrateur apostolique signifie très bien que le Vatican suit de près ce qui se passe à Bafia et au Cameroun d'une manière générale. Et c'était la meilleure option, je peux vous dire, d'avoir choisi, d'avoir opté pour un administrateur apostolique. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre du recul par rapport à un administrateur diocésain qui pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre à ce qui s'est passé à Bafia. Donc, c'est vous dire que je n'ai aucun problème lorsque Vatican ne pompe pas directement, ne fait pas directement un communiqué. Il faut comprendre effectivement que dans la manière dont l'Église est organisée dans le monde, d'abord l'Église catholique, c'est un État, le Vatican c'est un État, il ne faut pas l'oublier. Il y a deux dimensions qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire. C'est que le Vatican c'est un État et le pape est un chef d'État. Donc il y a une dimension qui se fait et se déroule au niveau de la diplomatie. Et ce qui se passe au niveau de la diplomatie, cela ne se raconte pas forcément dans les médias. Donc il y a une dimension diplomatique dans cette affaire. Permettez que j'achève, je vous en prie. Il y a également une autre dimension de l'église particulière, parce que chaque diocèse est autonome. Et dans chaque église particulière, il y a les diocèses, il y a la tête des diocèses. Lorsque les évêques se retrouvent, c'est au niveau de la conférence épiscopale. Et ils désignent en leur sein un président de manière rotative. Et dans le cas d'espèce, c'est Monseigneur Samuel Cléda. C'est pour cela qu'il préside la conférence épiscopale. C'est pour cela qu'il signe la déclaration. Donc, sachez que lorsque l'Église catholique au Cameroun réagit, c'est avec l'œil, l'oreille et le coude de Rome. Mais c'est une telle oui, sauf que si c'était un seul meurtre, si c'était le tout premier meurtre d'un prélat au Cameroun, je me complairais avec ces analyses, ces explications qui me semblent tout à fait banales, parce que c'est une série de meurtres. Effectivement, ils l'ont souligné. On a commencé depuis longtemps à perdre des prélats dans ce pays et ça n'a jamais été élucidé. C'est tout le problème. Et l'Église catholique, dans son silence, ça commence à durer, ce silence de l'Église catholique. Cette diplomatie commence à durer. Dites-vous que si ça avait été votre fils, votre frère, votre oncle, vous serez quand même en train de vous demander pourquoi on ne peut pas faire l'éclairage sur la mort de mon fils, ou de mon père, ou de mon oncle. Qu'est-ce qui va nous rassurer quand mon fils va choisir cette vocation demain qui ne va pas aller être tué? Donc il faudrait et ça fait depuis très longtemps, il y a beaucoup de morts dans ce pays qui sont restés non élucidés. Et la conférence épiscopale expert met la pression sur l'État pour que l'État en fait prenne ses responsabilités pour conduire les investigations au bout et trouver les coupables nommément. Très bien. Alors qui est mieux placé pour faire pression sur un État? La conférence épiscopale ou l'État de Rome? Ou le pape? Je voudrais préciser une chose tout à l'heure. Au niveau des dates, c'est-à-dire que les prêtres et évêques assassinés au Cameroun, je voudrais préciser, parce qu'il y a eu une inversion des dates tout à l'heure. C'est Joseph Mbassi. Joseph Mbassi, c'est en 88. Anthony Fontes, c'est en 90. Et il y a eu les sœurs de Ndjoum en 92. Il y a eu Yves Plumet en septembre 91. Angel Benvin en avril 95. Et puis récemment, il y a eu le religieux. Il y a eu une série de religieuses. Je voudrais insister là-dessus.
pour vous dire que l'Église catholique prend son temps. Et je peux vous dire, et je l'ai énoncé ici au début de mon propos, que rarement l'Église catholique a fait une déclaration comme celle qu'on a entendue il y a quelques jours. La fermeté du ton. Le ton est dur, ferme. Et puis, je peux même vous dire que les évêques sont allés trop loin. Ils ne l'ont jamais fait dans le passé. Alors, ils ont dit clairement que l'évêque a été brutalement assassiné. Justement, vous me et permettez de quand ils disent, je relancer veux vous dire qu'ils ont des éléments qui entrent à la pluie. Qui nous les donnent. Justement, Dr Changachna, c'est des commentaires qui ont été faits dans la presse, des analyses plutôt du communiqué qui a été rendu public. Certains se sont demandé pourquoi dans le communiqué il y a certains éléments qui montrent clairement justement que l'Église catholique, ou tout au moins la conférence épiscopale camerounaise, a des éléments. Pourquoi ne pas penser faire une enquête parallèle, par exemple? Pourquoi dans ce communiqué, on a l'impression que la communauté catholique, ou alors la conférence épiscopale se remet entièrement au pouvoir public pour élucider ces crimes-là? Pourquoi ne pas prendre ses responsabilités à elle-même et chercher clairement la vérité et dire, nommément, pourquoi pas, les noms de ces criminels? Ok, avant ça, vous me permettrez de revenir un peu sur la position du docteur Nietedem tout à l'heure. Je crois qu'on se trompe de réponse à une question. La question qui a été posée, c'était relativement au silence par rapport à Monseigneur Bala, parce qu'on ne peut pas utiliser une telle tribune et soutenir un argumentaire du genre que Rome ne fait rien. Non. Si la question est que pourquoi Rome, après des autres assassinats qui ont précédé, est restée silencieuse, naturellement son argumentaire tient. Personne ne peut soutenir que Rome, depuis 88, que la valse a commencé, qu'elle soit restée silencieuse, ou alors qu'il n'y ait pas de relance par rapport aux suites des enquêtes. Là, je crois que personne d'entre nous ne pourrait soutenir un argumentaire tendant à défendre Rome. Mais nous disons que sur le cas précis de Monseigneur Bala, on ne peut pas accuser Rome de mutisme ou alors de léthargie dans la gestion de cette information. Maintenant, revenant sur votre question, c'est effectivement le motif de mon intervention. L'Église dispose, comme entité, dispose la possibilité de commettre une équipe pour enquêter sur le sujet. Et je peux peut-être, avec un rapprochement avec certains évêques avec qui j'ai causé, et même que j'ai eu à féliciter dans l'organisation de la lettre, j'ai dit l'Église catholique dispose déjà d'un certain nombre d'informations, d'éléments. Et en précisant qu'au niveau de l'autopsie, je crois que tout le public le sait, l'autopsie a été faite en présence d'un médecin délégué par l'Église catholique qui a sorti le premier diagnostic. Donc, l'Église dispose d'un certain nombre d'informations, mais ne voudrait pas simplement, au dire de certains évêques, orienter dans un sens ou dans un autre l'enquête qui a été ouverte par l'État. Donc, nous ne perdons rien à attendre, mais l'Église, je peux vous assurer, en faisant une lecture sémique de leurs lettres, vous comprenez bien que l'Église a même des noms. Alors, qu'est-ce que cette sortie peut avoir comme impact avec vous pour nous penser sur ce qui se passe actuellement, sur cette enquête qui est en cours? Est-ce que la sortie de l'évêque pourrait impulser, pourrait faire espérer que nous aurons des résultats probants de cette enquête qui est en cours? Moi, je pense que le défi est lancé par l'Église au gouvernement, puisque si, comme certains le disent, certains membres haut placés de cette République seraient impliqués dans cette affaire, bon, donc ça veut dire que l'Église voudrait dire, si nos brebis, nos bergers se font tuer, nous ne voudrions pas que nos bergers soient jugés par les loups qui ont envoyé la mort sur nos bergers. Donc, maintenant, l'Église fait aussi d'une manière tacite appel à la vigilance, à mon avis, des chrétiens, parce que n'oublions pas qu'il y a le mouvement Justice et Paix, dont j'ai fait partie à sa création, au niveau de ma paroisse. N'oublions pas qu'il y a un tribunal ecclésiastique dans chaque diocèse. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez un problème qui vous dépasse au niveau d'un tribunal normal, public, vous avez le droit, la possibilité d'aller à l'église vous plaindre et l'église va promettre des avocats et tout pour vous suivre. Parfois, on peut vous donner raison au niveau de l'église, parfois on peut vous accompagner au niveau des services publics. Donc, comme il disait tout à l'heure, l'église a tous les moyens, tous les paramètres pour pouvoir résoudre. Maintenant, quand vous savez déjà, vous avez des indices, vous savez, et vous demandez maintenant à une personne de prendre ses responsabilités, c'est pour attendre de voir et de confronter.
Parce que lorsque cette histoire-là ira au tribunal, rien n'empêche l'Église de se porter partie civile officiellement. Parce que là, ils n'ont pas porté plainte. Ils ont juste fait une injonction publique. Très bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que cela n'aille pas au niveau de la justice. Justement, Edmond Kamga, dans cette recherche de la vérité, Maître Charles Tchonga, ancien bâtonnier, qui s'exprimait sur cette question sur les antennes de la radio nationale, estimait justement qu'aujourd'hui l'Église catholique doit se faire assister par un collège d'avocats pour justement avoir des personnes qui pourraient avoir accès à ce dossier, les accompagner. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et que ça tient comme argument pour permettre à l'Église catholique de se faire accompagner dans le cadre de cette affaire? Je voudrais tout simplement dire que l'Église catholique au Cameroun, dans chaque diocèse a des avocats. C'est-à-dire que chaque évêque... Dans le cadre de cette affaire, des avocats commis justement pour cette affaire... L'idée n'est pas mauvaise, l'idée est bonne. Et il me semble que dans ces diocèses-là, les évêques y ont pensé. Moi, je crois que les évêques y ont pensé. Donc l'idée est bonne, l'idée de l'ancien bâtonnier Charles Tchonga. Je crois que les évêques, dans cette affaire, tels qu'ils ont décidé d'y aller jusqu'au bout, ont certainement pensé à ce volet-là, parce qu'il y a un volet médical, un volet juridique et même judiciaire. Il faut comprendre, quand vous lisez la déclaration des évêques, lorsqu'ils disent qu'ils attendent patiemment, n'est-ce pas, les conclusions de cette enquête, cela signifie qu'au terme des conclusions, si on a la chance, n'est-ce pas, qu'un communiqué rende compte du rapport, comme on l'a vu pour le cas des ECA. Et j'espère que cette fois-ci, le gouvernement va réagir. Parce que dans les cas précédents d'assassinat de prêtres et de religieux, il n'y a pas eu une réaction publique du gouvernement. Espérons qu'il y aura effectivement des conclusions et que l'Église aura la possibilité de réagir. Parce que l'Église est prête à réagir après les conclusions de l'enquête. Docteur Nitedem, est-ce que vous pensez que cette sortie de la conférence épiscopale pourra impulser quelque chose dans le déroulement de l'enquête? Oui, tout à fait. Non seulement ça rassure les brebis, ça rassure les chrétiens qui sont au Cameroun, mais ça met le gouvernement au dos nu, devant ses responsabilités. Le gouvernement a l'obligation de veiller à ce que, n'est-ce pas, cette enquête se passe bien et très rapidement. Que toute la lumière soit faite. Que toute la lumière soit faite parce que le clergé s'est fait entendre devant la communauté nationale et internationale. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Et ce n'est qu'après, n'est-ce pas, un rapport d'une enquête que l'Église pourra juger opportun ou non de porter plainte. Et à ce moment, elle aura besoin des avocats pour la défendre dans cette procédure judiciaire. À tout moment, on attend les résultats de l'enquête. Docteur Changal, il y a une autre sortie qui pourrait quand même peut-être apporter une sorte d'incompréhension. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais tout au moins, vous êtes certainement au courant de cette sortie du cardinal Christian Toumi, qui a accordé une interview à un journal spécialisé dans les questions catholiques, et dans lequel il dit que l'Église n'a pas besoin de savoir aujourd'hui qui sont les criminels. Comment est-ce que vous avez... même si on le savait, ils seront pardonnés de toute manière. Comment est-ce que vous analysez cette posture du cardinal Christian Toumi, qui a accordé une interview à un magazine Ok, vous me permettrez, avant de répondre à la question, de me rapprocher également du point de vue du docteur Nitedem. Évidemment, l'Église, quand on parle d'avocat, ce n'est pas question de plaidoirie. Donc, à cette phase actuelle, l'Église n'a pas besoin d'avocat, comme le docteur l'a dit. Ce n'est pas un procès. D'accord. L'Église n'est pas encore en procès. L'Église est dans un processus de la recherche, de la manifestation de la vérité. Voilà. Une fois cette vérité manifestée, qu'elle soit du goût de l'Église ou non, c'est à ce moment qu'on peut maintenant prendre un collège d'avocats pour dire la vérité. Pour revenir à votre question, je crois que c'est pour avoir connu un peu l'homme et pour avoir commis un ouvrage sur la question, je crois que le cardinal fait plutôt dans une figure de style qu'on appelle l'ironie, simplement. Donc, il faudrait lire à un deuxième niveau cette position du cardinal, et par cette ironie, l'homme de l'Église veut simplement traduire que les auteurs au niveau de l'Église sont presque connus. C'est ce qu'il faudrait plutôt comprendre. Alors, un dernier mot pour sortir du sujet, pour nous passer sur la question, cette sortie des évêques de la conférence épiscopale. Oui, tout ce que moi je veux dire, au-delà de la sortie des évêques, ce que je voudrais dire, c'est que, Albertine, j'ai été quand même déçue d'être chrétienne, et particulièrement chrétienne catholique, tout comme je suis un peu déçue d'appartenir aux membres de la foi, c'est-à-dire de l'œcuménisme au Cameroun. Pourquoi? Parce que si ça avait été Boko Haram
qui s'était introduit à Bafia pour assassiner froidement un évêque, qui aurait seulement eu un soupçon, vous alliez voir, c'était de nos confrères, comme ils l'ont fait à Yaoundé, marcher pour faire la marche contre Boko Haram, qui a assassiné, parce qu'on l'a vu avec succès, ils ont invité les ambassadeurs, les diplomates, tout ce monde-là, tout le monde, les ministres, ils ont marché. Ça, c'est il y a quelque temps. Si ça avait été, par exemple, un avocat qui avait été tué, on aurait vu, comme on a vu dernièrement à Béa, marcher, défiler les gens, les enseignants, tout le monde. Alors je dis, dans un pays qui a l'habitude de manifester son unité par le communisme en matière de foi religieuse, je m'étonne qu'on attende que ce soit la seule église catholique, même d'ailleurs, qui commence. Les chrétiens auraient dû s'insurger et marcher dans les rues. Les gens de Bafia auraient dû sortir dans leur diocèse pour dire non, on veut. Ça allait être, mais vraiment, c'était même, ils ont raté l'occasion de faire la plus grande marche dans tout le pays simultanément. Alors, Dr. Changa, vous n'allez pas oui, je ne voudrais pas partager cet avis parce que soutenir cet argumentaire nous ramène, non peut-être pas brutal, mais pas de manière pondérée. Parce que l'Église, il faudrait distinguer, l'Église fait dans la discrétion et ce qui relève du folklore, relève du populisme, qui est plutôt d'ordre politique. Donc l'Église, dans sa discrétion, n'a pas à verser dans ce folklore, voir soit des imams, voir soit des évêques marcher pour décrire ainsi de suite, alors même que la justice... Non, je crois qu'il faut distinguer entre ce qui relève du populisme, c'est-à-dire marcher, ainsi de suite et autres, et l'Église qui est une force... Le propre de l'Église, c'est de marcher, on marche tout le temps. C'est le silence et la discrétion. Alors, on sort de ce sujet. Merci à vous, chers messieurs, dames. On va prendre le deuxième sujet de ce jour. Je parlais de ces changements intervenus dans les entreprises publiques depuis la semaine dernière. Labogénie, Madgénie, ART, entre autres, Caisse autonome et tout. Ces entreprises donc, qui ont vu leur DG limogé pour certains, changé tout simplement pour d'autres. Alors, Edmond Kamga, comment est-ce que vous avez apprécié, encore une fois, le traitement qui a été fait dans la presse qui estime que, d'une façon, les entreprises publiques sont devenues un peu le piège de leur DG aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis? Disons qu'on peut le dire, mais également on peut évoquer d'autres arguments pour interpeller le gouvernement et le chef de l'État en personne. Vous savez, lorsque vous avez les DG qui mettent dans leurs fonctions 5 ans, 10 ans, 18 ans, presque 20 ans, cela pose un problème de gouvernance. Parce qu'un DG ne devrait pas durer un certain nombre d'années. 10 ans, c'est énorme. 9 ans, c'est tout au plus. Ce que prévoit la loi. C'est tout au plus. 3 ans renouvelables 2 fois, donc 9 tout à fait. ans. Donc, d'avoir laissé pendant plusieurs années une personnalité à une fonction comme celle-là, ça crée des habitudes. Et après, on se plaint des détournements de fonds publics, des erreurs de gestion. Donc, la responsabilité première revient d'abord à la personne qui les a désignés et qui les a maintenus en fonction pendant plusieurs années. La deuxième chose qu'il faut dire ici, et que la presse a souligné, certains médias l'ont souligné, au-delà de la longévité des directeurs généraux qu'on remplace, il y a le fait que ceux qui sont remplacés sont presque partent de leur fonction et sont remplacés par les personnes qui appartiennent à la même aire géographique, si ce n'est au même département et au même arrondissement. Comme si, pour ces fonctions-là, il n'y avait que des gens de cette zone géographique, ou alors, pour parler clairement, le pays organisateur. Est-ce qu'il n'y a que des membres du pays organisateur pour occuper un certain type de fonction dans ce pays? Ça, c'est une question que je pose, parce que cela revient. Et pour dire que, pour ne pas le citer ici, Feu Ateba Yéné, qui parle du pays organisateur, avait les élites prédatrices, et non pas des élites productrices, on se rend bien compte que, oui, il faut, à un moment donné, et très tôt, changer les directeurs généraux qu'on a nommés à des fonctions, mais il faut pouvoir enlever dans l'esprit, n'est-ce pas, d'une certaine opinion, qu'il n'y a que des gens d'une certaine région pour occuper certaines fonctions dans certains domaines précis. Je ne veux pas donner, n'est-ce pas, les origines de ces personnes-là, mais ça pose problème. Et je rappelle en passant que l'une des personnes qui a été remplacée est le neveu du chef de l'État, parce qu'il
il doit partir de cette fonction parce qu'il ne peut pas cumuler avec les fonctions qu'il a au niveau de la BA. Très bien. Ça, il faut le dire. Alors, docteur Nitedem, au moment où justement le mode de gestion dans les entreprises est décrié, le fonctionnement même, est-ce que la longévité des directeurs généraux dans ces postes n'est pas le problème majeur qui pourrait expliquer tout ce qui se passe? Est-ce que lorsqu'on a passé 18 ans, par exemple, comme le cas à l'ART pour citer cette entreprise, est-ce qu'on peut encore donner autre chose que du personnel dans cette entreprise-là? Oui, tout dépend de la logique que l'homme politique a décidé pour gouverner. Ce que M. Kamgia vient de dire, c'est qu'en fait, le Cameroun est géré dans la logique politique. C'est d'une gestion politique qu'il s'agit. Et quand on a décidé que les choses se gèrent de façon politique, tout le reste suit. Et on peut bien comprendre. Une gestion politique, c'est-à-dire qu'en fait, en marge de la loi, quand même. Non, la priorité, c'est le développement politique. Ce n'est pas le développement économique du pays. Du moment où on a compris ça, on ne peut plus être surpris de voir ce genre de choses. Parce que voyez-vous, les établissements publics administratifs et les sociétés à capital public sont des démembrements de l'État. Et par conséquent, fonctionnent comme l'État. Voyez-vous comment est-ce que le processus de sélection des personnes qui sont appelées à animer l'État, comment est-ce que ça se passe? C'est le même processus, c'est la même logique qui préside à la sélection des personnes animées à gérer nos sociétés d'État. C'est la même logique. Et même la gestion budgétaire, la gestion financière respecte la même logique, où on privilégie la politique. Vous savez, au Cameroun, l'élite administrative est devenue l'élite politique. Parce que le choix des personnes de cette élite, la promotion de cette élite est basée sur des critères politiques, pas des critères de compétences techniques. C'est la même chose qui se fait à ce niveau. Il faut le dire clairement. Personne n'est dupe dans ce pays. Nous ne pensons pas connaître plus que qui que ce soit. Les gens savent. Et on a choisi de le faire comme ça parce que depuis 1960, le Cameroun était en crise politique. Bien entendu, on est sorti de la crise politique avec le fédéralisme en 61, l'unité nationale en 72 et en 84, la République du Cameroun tout simplement. On aurait pensé que la crise politique devait s'arrêter là et qu'on devait déplacer le curseur sur le politique pour l'économie. Sauf que non, on a continué à faire comme si le Cameroun était dans une crise politique. Et ça a continué et c'est ça qui préside à toutes ces décisions. Voyez-vous, on ne sélectionne pas un directeur général par appel à candidature. Ça devrait être le cas. Le ministre n'est pas là parce qu'il a atteint les résultats qu'on lui a assignés. D'ailleurs, on n'en assigne pas particulièrement. Malgré les feuilles de route. Malgré les feuilles de route. Je peux vous dire ma proximité avec le gouvernement et l'administration. Si le chef d'État décide de respecter ces feuilles de route, de nommer et de défaire les ministres sur la base des résultats des feuilles de route, vous allez voir, les lignes vont bouger. Le jour où il va le faire, ce sera très simple. Parce que cette notion selon laquelle on n'y peut rien, le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est faux. On peut citer, n'est-ce pas, des départements ou des secteurs où on a vu des lignes bouger. Voyez-vous, je cite toujours cela comme exemple. La police camerounaise, elle a beaucoup changé. On a vu les lignes bouger parce que justement, il y a là-bas quand même, on a essayé d'améliorer les choses, d'aller vers les résultats, vers une gestion axée sur les résultats, d'aller vers la performance. Et la police camerounaise n'est plus cette police qui arnaquait, qui raquetait. On a davantage une police plus citoyenne, plus responsable. On peut faire la même chose dans certains secteurs et ça va marcher. Quand on en vient au DG de société, la longévité pose évidemment problème. Pourquoi le législateur a choisi de s'arrêter à 3 ans renouvelables 2 fois? Parce que justement, cela permettrait de s'assurer qu'il n'y ait pas certains égarements. Et quand on choisit délibérément de violer cette loi, on comprend bien les conséquences qui vont arriver. Et on a arrêté un directeur, on voit bien, on parle d'un directeur qui va aller en prison. On entend ça tous les jours. Alors, s'il fallait faire un audit de toutes ces sociétés, je peux vous dire, il y en a une centaine des EPA au Cameroun. Le budget aussi entre 5 milliards et 25 milliards. Vous faites la moyenne, ça vous fait 12 milliards et demi, vous multipliez par les 100, ça fait 1 milliard 250. C'est le tiers du budget de l'État. Et toutes ces sociétés se gèrent de façon, je veux dire, opaque. Ils n'ont pas d'obligation de résultat. Et à la fin de course, on a ce qu'on a. Alors que quand on a créé ces EPA, c'est parce que l'État avait constaté qu'il y a des missions spécifiques dans ce domaine et que ces sociétés qu'on a mis en place devraient à terme s'autofinancer. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a même qui ont la capacité de produire, d'être profitables. Mais ce n'est pas le cas. C'est des sociétés qui, d'année en année, comptent sur le budget de l'État.
Ces 12 milliards, 1 milliard, 1200 milliards dont je parle viennent du budget de l'État. C'est des subventions de l'État. C'est des sociétés qui sont tout le temps sous c'est des plans malades sous perfusion. Donc, je dis c'est la logique qu'il faut changer. Docteur Changan, même en privilégiant la politique à l'économie, on peut quand même trouver d'autres personnes. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette longévité à la tête des entreprises publiques, au-delà bien sûr de la brillante analyse que vient de faire le docteur Ariane Teden, mais jusque-là, on ne comprend pas. Au sein même des familles politiques, on pourrait espérer une certaine rotation, tout au moins pour éviter certains égarements. Alors la situation actuelle, je a presque tout dit sur la question. C'est difficile de comprendre parce que quand vous prenez l'aspect légal, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée et promulguée par le chef de l'État qui, lui, nomme ses directeurs, qui dit que c'est 3 ans renouvelables 2 fois, c'est-à-dire 9. Alors on est simplement dans une situation de management par embuscade où nous faisons, comme le professeur l'a dit, dans une administration purement politique où on cherche par la ruse à trouver des choses à redire sur ce qu'on nomme ou alors à fonctionner non pas dans une option économique pour produire des biens et des services, mais plutôt pour accompagner l'État dans cette perspective. Vous voyez bien que les directeurs généraux, vous êtes des journalistes enquêtés, vous allez comprendre qu'au niveau des processus des élections, ces directeurs deviennent des pourvoyeurs en fond. C'est établi. Vous avez eu des directeurs qui sont allés en prison. Lisez leurs aveux, vous allez comprendre. Donc, on est dans une logique de management par embuscade qui puise maintenant ses racines dans une approche marxiste qui dit que l'infrastructure conditionne la superstructure. C'est-à-dire que c'est l'économique qui tient le politique. Et pour cela, il faut donc mettre certains hommes à la tête de certaines directions qui peuvent générer des fonds et qui peuvent manager plutôt pour l'ordre politique. Donc rien, de mon point de vue, ne peut justifier qu'on ait une loi assez claire, assez limpide, mais qu'on ne veuille pas l'appliquer. Ça relève simplement du mystère ou alors d'un certain moyen de management par embuscade. D'autres confrères, vous, dans la presse cette semaine, ont estimé, alors si les gens ont passé autant d'années à la tête des entreprises, pourquoi aujourd'hui? Et on a 2018 qui arrive. Est-ce que vous voyez un lien avec le tsunami qu'on observe depuis un certain temps à la tête des entreprises publiques? Non, Albertine, ce serait trop beau pour être vrai. Parce que si c'était lié à 2018, j'allais dire bravo. Ah bon? Oui, j'allais dire bravo que le chef de l'État prenne enfin les choses en main et essaye de cueillir, de couper des têtes pour pouvoir en mettre d'autres et tout. Mais non, l'impression bizarre que j'ai, moi, j'ai pas trop envie de croire, comme on le dit ça et là, quand je passe, que c'est pour essayer d'amortir un peu l'impact de la colère par rapport à l'assassinat de Monseigneur Bala. C'est également une thèse qui a été abordée dans la presse cette semaine. Les gens ont dit ça, on fait ça pour essayer de détourner l'attention. Dans ce cas, je dirais qu'on a donc assassiné Monseigneur Bala pour détourner l'attention sur les problèmes anglophones. Hein? Mais pour moi, ça ne cadre pas. Pour parler plus sérieusement, j'ai envie de dire que on ne peut pas avoir un chef d'État, même si aujourd'hui il se targue d'une légitimité certaine, parce que j'ai failli dire certaine légitimité quand on pense un peu au couloir d'ombre qu'il y a autour des élections ici. Mais je dis, voilà quelqu'un qui aurait dû prendre une bonne retraite, aller s'occuper de son épouse, de ses enfants, tranquillement, et peut-être même bercer ses petits-enfants, mais qui a rafistolé la Constitution. Nous savons tous comment ça a été rafistolé pour qu'il puisse être capable de se représenter. Parce qu'il est question de longévité. Donc nos vieux en Afrique veulent vivre le plus longtemps possible. Que ce soit à la tête du pouvoir, que ce soit à la tête des directions générales de société, que ce soit à la tête même de l'opposition. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y en a un là-bas non plus qui ait pu bouger. Mais ce que je suis en train de dire et qui me déconcerte un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression que le viseur de ces gens-là qui mettent les DG en prison est toujours marqué par des raisons qui ne sont pas forcément des gestions. Elles sont personnelles, c'est une affaire de petits copains qui se règlent leurs comptes
là-bas autour du président Paul Biya, parce que je ne comprendrai jamais que Paul Biya, parce que je ne comprendrai jamais que dans notre pays, on puisse donner un quitus de gestion, de bonne gestion, à un directeur général et 3 jours après, il saute comme un malpropre. Donc, à mon avis, on devrait balayer tout le conseil d'administration et peut-être même faire comme la mascarade qu'on a observée à la régie dernièrement, je veux dire, à Cambrai, ça veut dire le PCA prend ses valises et puis le DGA prend ses basques et puis ils s'en vont. Mais j'ai dit que je ne comprends pas. Par exemple, dans le cas de l'agence de régulation des télécommunications, c'est une affaire qui devrait aller en faisant du bruit, parce que le PCA, c'est qui? C'est le même qui est le secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ça veut dire que c'est lui qui gère, en fait, les affaires de la République. Le TCS rend compte à qui? Le TCS, tribunal criminel spécial, rend compte à la présidence de la République, qui ordonne les enquêtes et les arrestations. Donc, je dis, tout ça, c'est un flou. Moi, je pense que quand les gens veulent se débarrasser d'un frère encombrant ou d'un petit copain gênant, bon, on lui montre que autant on t'a donné à manger, autant maintenant on peut te mettre dans les problèmes. Elma Kamga, justement, comment comprendre ces procès ou alors ces ennuis qui arrivent aux directeurs généraux d'entreprise lorsqu'ils sont à la porte de sortie, alors que généralement ce sont souvent des problèmes, des points qui sont décriés pendant qu'ils sont en fonction, mais on a l'impression qu'on les laisse toujours là et on attend juste la dernière minute pour commencer ces poursuites. Comment comprendre ce mode de fonctionnement, si on peut l'expliquer? Effectivement, c'est assez difficile d'expliquer ce mode de fonctionnement parce qu'il il est opaque. Autant la gestion de ces directeurs généraux est opaque puisqu'ils rendent compte, pour l'essentiel, à un conseil d'administration qui valide systématiquement les actions qui sont menées. Et justement, on a l'impression que seuls les directeurs généraux écopent à la fin. Oui, pas toujours. Il y a eu des cas dans ce pays où les directeurs généraux et les PCA ont écopé. N'oubliez pas le cas de, je ne sais pas si c'est de la Maïtu, on a Boto Angon qui est mort en prison. Il était PCA. Donc même les PCA, très souvent, parfois, pas tous les PCA, certains PCA ont écopé autant que les directeurs généraux. Donc c'est dit qu'en réalité, ce qui se passe au niveau des directions générales des sociétés d'État ou parapubliques pose réellement problème. C'est un problème de gouvernance. Et le Cameroun est signataire quand même de la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance. Mais paradoxalement, le Cameroun n'applique pas toutes les mesures qui sont ordonnées, qui figurent dans cette charte-là. Parce qu'il y a une certaine orthodoxie dans la manière de gouverner. Et on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Peut-être que, parce que quand je parle de la CADEC, la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, ça ne concerne pas seulement la gouvernance, ça concerne les élections, ça concerne la démocratie. Et le Cameroun, sur le plan de la démocratie, comme sur les élections, on a beaucoup encore à améliorer. On a encore beaucoup à améliorer. Donc, pour chuter, je voudrais tout simplement dire qu'il faut s'interroger si ce n'est pas une question de tête chercheuse, parce que n'oubliez pas le contexte de l'existence, de la création du TCS, du tribunal criminel spécial. Parce qu'on a mis sur pied une structure qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'égalité du citoyen devant la loi. Ça viole l'égalité du citoyen devant la loi. C'est-à-dire que plus vous volez, vous détournez 50 millions, et poussière, vous pouvez être jugé par une structure qu'on appelle le TCS. Vous volez moins, vous êtes jugé par les tribunaux classiques. Et le plus grave, c'est que... Il faut chercher à voler plus. Il faut chercher à voler plus. Non seulement il faut chercher à voler plus, mais vous avez le bonus quand vous volez plus. Parce que vous avez la possibilité de rembourser et de solliciter, d'être libéré, comme l'a été Mme Haman Adama. Et ça, c'est grave. Alors, des procédures judiciaires à tête chercheuse, peut-être, mais reste que, docteur Nitedem, les contre-performances des entreprises publiques ne sont plus à démontrer. Nos entreprises publiques s'accordent plusieurs experts aujourd'hui, sont contre-performantes. Oui, il faut le dire, hein, toutes ou presque le sont. Je dois dire que s'il fallait proposer une solution, je dirais quelque chose de simple. J'étais encore aux États-Unis quand le président Obama a fait sa première visite en Afrique et où il a dit notamment que l'Afrique avait besoin de systèmes forts et non d'hommes forts. Des institutions fortes. Donc, des institutions fortes. Quand il est revenu aux États-Unis, nous lui avions renvoyé à l'histoire. Nous lui avons dit de lire l'histoire. Parce que ces institutions fortes partout ont été précédées par des hommes forts. Voyez-vous, que ce soit en Italie avec Mussolini, en Russie avec Staline,
en Allemagne avec Hitler, et même en France, notre chère France avec Bonaparte. Alors, il est temps que l'Afrique comprenne cela. Et dans les pays où les choses ont commencé à bouger, comme en Libye où ça bougeait déjà, les lions ont bougé avec Kadhafi, ou même au Rwanda aujourd'hui avec Kagame qui va se représenter, c'est des hommes forts. Et je crois que je vais décevoir plus d'un. Ce que je vais dire par la suite là, j'ai peur de décevoir plus d'un quand je vais dire qu'on a la chance d'avoir le président Biya, sa longévité, le fait qu'il soit aujourd'hui un patriote, c'est une chance pour le Cameroun. Parce que finalement un homme fort. Il est un homme fort, son RDPC a pignon sur rue. Je crois qu'il ne risque pas beaucoup à déplacer le curseur sur l'économie. Il ne risque pas beaucoup à mettre en place des réformes audacieuses. Parce qu'il est un homme fort, il faut le dire. On a besoin de réformes audacieuses dans ce domaine. Il est question de faire un audit général national de toutes ces sociétés d'État et de tirer les conclusions. L'audit va, n'est-ce pas, révéler... Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'ici? Oui, justement, parce qu'il y avait cette logique politique dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que je peux vous dire, si on devait faire un audit et appliquer les résultats de l'audit, tous les directeurs généraux du Cameroun, dans la majorité, iront en prison comme celui-là. Vous voyez vraiment un Cameroun comme ça, comme vous le décrivez? Tout à fait, il n'y aura pas suffisamment de place dans nos prisons pour les contenir. Ça, je peux vous le dire. Parce que nos lois sont très claires là-dessus. Donc, il faut un président fort pour pouvoir mettre en place les réformes audacieuses. Parce que c'est de ça qu'on a besoin dans ce pays. Vraiment un coup de pied dans la fourmilière pour changer, pour que ça change. Pour qu'on passe de cette gestion au pas, de cette gestion qui n'a rien à voir avec la performance, qui ne recherche pas la rentabilité, à une gestion véritablement performante. Il faut le dire. Parce que regardez comment on recrute dans ces sociétés. Les décrets qui créent et organisent ces établissements publics administratifs sont clairs. Le personnel, il vient de l'État, c'est les fonctions de détachement, ou des personnes recrutées directement. Et allez regarder comment ces personnes recrutées directement sont. Les agents de maîtrise sont recrutés par les DG, les cadres par le conseil d'administration. Mais la logique politique prévaut. Voyez-vous, pour qu'un DG puisse apporter les voix qu'il faut pour mobiliser pour le parti dans sa localité, il doit forcément recruter les gens de sa localité. Il a pratiquement les mains liées. Il a beau être un bon gestionnaire, c'est vrai qu'il y en a qui sont de mauvais gestionnaires, il y en a qui sont très bien formés, mais qui se retrouvent en train de mettre en œuvre ces pratiques d'un autre âge. Ils sont prisonniers des pratiques politiques, vous voulez dire? Tout à fait. Beaucoup de DG sont prisonniers de ces pratiques politiques et ils passent leur vie à avoir peur de subir le cas. Parce que chaque fois quand on a un DG, tous les autres prennent peur. Je peux vous le dire. Interrogez les DG qui sont en poste. Beaucoup de DG iraient en prison aujourd'hui si on appliquait les lois de cette République. Très bien. Docteur Changa-Juvna, vous n'avez pas l'air du tout d'accord avec cette vision du docteur Ngétélé. Alors, le docteur était dans son rôle d'économiste. C'est vrai qu'il a craint de décevoir ceux qui vont l'écouter tout à l'heure. Je crains également de le décevoir, de dire que le point de vue qui tend à rendre performant le régime Biya, peut-être de dire que la longévité est un atout à mettre à l'actif. Peut-être du point de vue économique, ça peut tenir, mais du point de vue politique, la longévité n'est pas, sauf si elle est prise au titre de la longévité de naissance, c'est-à-dire un être qui naît et à qui Dieu confère un certain nombre d'âges, c'est bon, mais ce ne peut pas être un critère d'évaluation de performance politique, la longévité. Et si nous questionnons les autres aspects de la politique, je crains que le RDPC qu'on dise assez puissant par rapport à quoi ainsi de suite. Donc je crois qu'il y a cet aspect qu'il faudrait quand même relativiser un peu, professeur, sur cet aspect-là. Parce qu'autant on peut questionner le potentiel du processus, comment il est corrodé par un processus, par un code électoral, est-ce qu'il n'y a pas embastillement ou bien embrigadement de l'expression libre de suffrage, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent. Donc cette longévité, je préfère qu'on la mette au titre de la naissance de l'être humain, mais le processus politique ne s'accommode pas des mêmes appréciations. Comment sortir de cet engrenage alors selon vous? Je crois que ce n'est qu'une volonté politique décisive et je crois que rendu à cette étape et rendu à un certain âge, je crois, là le professeur l'a également dit, il suffit simplement d'un effort de déplacement du curseur pour se dire que bon,
Et on n'a plus assez d'années devant. Et pour ce que le pays a donné, pour la grâce que Dieu a donnée, il faudrait quand même donner la chance aux tout petits de pouvoir revivre ce Cameroun qui brille de mille feux, de ses richesses, de son intelligence, de ses talents et des autres ressources encore à venir. Ce que je voulais dire rapidement oui, à l'endroit du collègue, c'est que le chef d'État, il a dit dans une interview il y a très longtemps à Radio Monte-Carlo qu'il aimerait être, qu'on se rappelle de lui comme un président qui aura laissé la prospérité dans son pays. Je dois dire qu'il est temps aujourd'hui pour lui, n'est-ce pas, de s'assurer qu'on se rappelle de lui de cette façon-là. Et pour qu'on se rappelle de lui de cette façon, il faut qu'il déplace le curseur du politique à l'économie et il faut qu'il améliore, n'est-ce pas, la gouvernance dans ce pays parce que la gouvernance pose problème. On en a qu'à se dire. Ok. Oui, je dois quand même rappeler à tous les membres du panel que M. Biya a déjà eu plus de 33 ans pour ce faire. Hein? Parce qu'on n'a pas besoin de 6 mois. Voilà Macron qui est arrivé, là, a commencé déjà les réformes. Voilà. Donc, je dis qu'on n'a pas besoin de 33 ans. Et puis, maintenant que le président est enfermé, selon les dires, qu'on voit ça et là, qu'on nous rapporte ça et là, et même ce que les hommes des partis politiques viennent dire ici, dans les chaînes, différentes chaînes de télévision, et que même nous, dans la presse, on traite, on nous dit que le président lui-même est embrigadé par les réseaux. On a parlé dernièrement d'une vague qui est déjà en prison, c'était le G11, je crois. Oui, oui. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a un G18 en gestation, on n'en sait rien, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que est-ce que le président signe, ou bien on lui dit signe ici, Nkoukouma signe ici, il signe. Est-ce qu'il lit encore? Moi, quelqu'un m'avait dit que le président Biya lisait tous les rapports, mais est-ce qu'on lui apporte tous les éléments qu'il faille qu'il signe? Il y a beaucoup de choses, parce qu'on nous parle, bon, moi je prends ça avec de l'ironie, de vice-dieu, étant donné qu'un grand ministre de la République a considéré que le président Biya était son créateur. Donc forcément, là-bas, la présidence de la République, un journal, je crois que c'est le confrère de la météo, se sont avancés pour dire que c'est M. Ngongo qui est donc le vice-dieu, et ceci lui a valu d'ailleurs d'être inquiété par le CED actuellement. Mais ce que je veux dire, est-ce que le président Biya a les mains libres? Est-ce que c'est vrai qu'il est emprisonné, embrigadé autour d'un cartel de personnes qui ne songent qu'à leurs propres intérêts? Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui menacent peut-être des directeurs généraux en disant, parce que moi je ne pense pas que même s'il y a de l'argent dans une direction générale, tout attendre pour aller dans les élections, il n'y a pas les élections tous les jours ici au Cameroun. Où va l'argent? Vers qui envoie-t-on l'argent? Est-ce que les DG ne sont pas victimes de chantage de ces super ministres qui leur disent, bon, mais écoutez, il y a ça, vous ne faites pas. Par exemple, il circule qu'à l'ART, par exemple, l'argent qui avait été débloqué depuis déjà quelque temps pour la mise en disposition, mis à la disposition de l'ART pour commencer le démarrage des travaux de construction du siège. Mais il y a eu des injonctions. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont suivi, le jour même où le DG de l'ART est parti faire la visite des sites, la presse, je pense que vous avez rapporté, tout le monde a rapporté son discours lorsqu'ils ont terminé cette visite. Un discours qui a été clôturé par son limogeage. Disait il y a l'argent qui est disponible pour qu'on commence les travaux, mais cet argent a été gelé sur haute instruction de la hiérarchie. Qui est la hiérarchie au Cameroun en matière de donner des ordres pour commencer un travail? C'est le secrétaire général de la présidence de la République qui revient. Qui est la haute hiérarchie en ce qui concerne l'ART nommément? C'est toujours le même secrétaire général parce qu'il est le PCA. Moi, je dis qu'il faudrait que les gens au TCS ouvrent l'œil et le bon et qu'on essaye de regarder. Parce que ça n'a rien à voir avec le départ, par exemple, de monsieur de la caisse autonome qui va prendre un bon poste. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée de certaines personnes compétentes
qui viennent récupérer. Mais je dis, il faut regarder au-delà du limogeage, il faut regarder les règlements de compte, il faut regarder les vengeances, parce que peut-être tel DG n'a pas voulu libérer de l'argent. On dit que voilà, il y a beaucoup de choses. On va bientôt sortir avec vous, Edmond Kanga, sur le sujet. Justement, doit-on considérer aujourd'hui que, je le disais au début de mon propos, les directeurs généraux sont un peu pris dans des pièges, dans leurs responsabilités. Ils sont un peu dans des sortes de réseaux, les mains liées, et que finalement, ils n'agissent plus d'eux-mêmes. Et que tout ce que l'on constate comme faute de gestion, comme contre-performance, en fait, ce sont de sortes de réseaux qui ternissent sur les performances de ces directeurs. Je ne peux pas nier l'existence de ces réseaux qui existent. Dès lors qu'ils sont d'ailleurs nommés, il y a quelqu'un qui se charge de leur dire que c'est grâce à moi que tu es directeur général de telle société. Ça se passe toujours comme ça. Ce sont des pratiques, il faut le dire ici. Il y a des réseaux. Et ces réseaux-là réclament en retour, n'est-ce pas, quelque chose de la part du directeur général. Et quand le directeur général n'arrive pas à remplir sa feuille de route, à atteindre ses objectifs, on le débarque. Donc, il y a des raisons qui amènent, qui permettent de comprendre pourquoi les directeurs généraux n'atteignent parfois pas leurs objectifs. Mais je voudrais dire, par-delà tout, que c'est le chef de l'État qui nomme aux fonctions civiles et militaires, à toutes les fonctions. C'est lui qui remplace les personnes qu'il a nommées. Il est quand même entouré d'un certain nombre de personnalités, des personnes qu'on suppose être intelligentes, parce que ce sont des professeurs agrégés qui sont tout autour de lui, qui nomment à certaines fonctions. Et qui sont peut-être ceux qui se tardent d'avoir nommé le DG à son poste. Très souvent, eux et d'autres encore, tapis dans l'ombre, dans certaines fonctions. Je voudrais dire que le Cameroun, certes, connaît des difficultés avec Boko Haram. Et je dois dire ici, il y a des pesanteurs qui peuvent amener à comprendre pourquoi ça ne bouge pas assez. Regardez, il y en a plus de 350 000 réfugiés que nous nourrissons, que le Cameroun doit éduquer. Et l'ONU a reconnu récemment, à travers la délégation du Conseil de sécurité qui est arrivée ici, que les Nations Unies n'aident pas suffisamment le Cameroun. C'est un aveu. Donc le Cameroun apporte beaucoup. C'est-à-dire, il y a des charges qui font en sorte que le Cameroun n'arrive pas à remplir ses missions régaliennes. Quand je parle des réfugiés nigérians, centrafricains, qui sont plus de 350 000, n'oubliez pas que les enseignants qui sont là-bas, qui éduquent, qui enseignent ces réfugiés-là, c'est nous qui les payons. C'est l'éducation également. Pour que le Cameroun lambda comprenne, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour être... Il n'y a pas assez d'argent pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ça, c'est une réalité. Donc, tout en tenant compte de tous ces paramètres qui sont importants, je tiens et je persiste et signe qu'il y a quand même une orthodoxie dans la gouvernance qu'il faut respecter. Et puis, à un certain âge, le chef de l'État a déjà un certain âge, il est presque nonagénaire. À un moment donné, il faut avoir le sens de l'histoire. Je voudrais qu'il regarde un peu autour de lui en Afrique. Des chefs d'État qui, après 30 ans ou presque, ont pu quitter le pouvoir dans de bonnes conditions. Je prends l'exemple de l'ancien président, des anciens présidents kenyans, il y en a même deux. Je pense surtout à Daniel Arap Moi, qui, il faut le dire, a gouverné de manière dure et ferme, mais qui a pu se retirer. Et il est vivant encore, le président kenyan, l'ancien président kenyan. Il a pu laisser un pays démocratique au Kenya. Donc, le chef de l'État, il faudrait que 2018 qui s'annonce, et dont presque tout le monde sait qu'il est candidat, il faudrait qu'il nous fasse la surprise. Il faudrait qu'il nous fasse la surprise, par exemple, en décidant de nettoyer, d'ouvrir le débat. Non, nous faire la surprise, de préparer cette 2018 comme un patriote, comme quelqu'un qui pense aux générations futures, et non pas comme quelqu'un qui pense à lui-même seulement. Alors, on va rapidement, un dernier mot. Oui, quand je parlais de ces réformes audacieuses dont je parle, c'est des réformes qui doivent commencer par l'entourage du chef de l'État. Ces histoires selon lesquelles il est pris lui-même en otage, ça devait s'arrêter. Et le chef de l'État n'a pas besoin de tout lire. Voyez-vous, au Cameroun, il y a des pistes très simples pour assainir la gestion, pour protéger mieux la fortune publique. Parce que ces DG qu'on débarque, si on les débarquait parce qu'ils n'avaient pas atteint leurs objectifs, c'est une bonne chose. Mais on les débarque parce qu'ils ont pris des libertés avec la fortune publique. Alors, il y a des institutions dans ce pays qui sont là pour protéger la fortune publique. Malheureusement, elles ne sont pas opérationnelles. Et quand je parle de réformes audacieuses, ça doit commencer par là. Par exemple, le texte qui met en place le contrôle supérieur de l'État dit bien que quand le Conseil de discipline budgétaire et financière siège, s'il se rend compte
que le justiciable est coupable de faute de gestion, il peut transmettre le dossier aux autorités judiciaires et cela vaut plainte de l'État. Or, on sait bien que chaque fois que le consuper fait son rapport, ça remonte au chef de l'État et c'est lui seul qui a l'autorité pour transmettre le dossier à la justice, donc engager les poursuites. Il y a la Chambre des comptes, la Cour suprême, qui rend un rapport chaque année. Prenez la peine de lire ce rapport. Je dois dire mes félicitations au président de cette Chambre. Il est très très courageux. Il est de ces Camerounais qui peuvent faire bouger les lignes. Il produit des rapports chaque année. Et il juge tous les comptes, y compris les comptes de la présidente de la République. Et il dit bien si c'est régulier ou pas. Et il met le montant des dépassements. Alors, sauf que il y a la CONAR, il y a la NIF, sauf que tous ces rapports vont au président de la République qui décide. Alors, si on met en place une cour des comptes, comme le réclament d'ailleurs les textes de la CEMAC, les directives de la CEMAC, si on met en place la cour des comptes aura, n'est-ce pas, l'autorité pour engager des poursuites. Et on aura plus ceci. Donc le chef d'État n'a pas besoin que tout remonte à lui. Pour faire cette réforme, il suffit qu'il décentralise le pouvoir, qu'il donne le pouvoir à ses organes de contrôle, le pouvoir de poursuite. Après, comme ça n'arrête pas seulement des rapports. Alors, rapidement, on passe au dernier sujet de ce jour. Je le disais, ce sera juste un mot puisque le temps s'achève sur ce procès qui s'ouvre demain à Paris, procès contre les biens mal acquis et qui vise principalement le vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang. On va commencer par vous, Edmond Kanga, vous qui êtes justement chef politique international au quotidien Nouvelle Expression. Comment est-ce que vous en trouvez finalement ce procès de manière froide, ce procès qui s'ouvre, Teodoro Obiang qui est donc jugé après une plainte, suite à une plainte des ONG, oui. Transparency International, Sherpa, et qui accuse donc cet homme politique équato-guinéen de s'être enrichi de manière illicite. Comment est-ce que vous en trouvez ce procès qui s'ouvre? Il faut peut-être noter qu'en Guinée, aujourd'hui, on estime que c'est un procès qui vive la souveraineté de l'État en Guinée. Oui, effectivement, la Guinée équatoriale considère que c'est un procès politique, que c'est un procès qui viole le droit international. D'ailleurs, la Guinée équatoriale, n'est-ce pas, a saisi la Cour internationale de justice qui a réagi dans cette question. On attend une autre. La Guinée équatoriale attend une deuxième réaction, mais la première réaction, c'est que la Cour internationale de justice demande à la France, n'est-ce pas, d'assurer l'inviolabilité de l'hôtel particulier qui a été saisi, c'est-à-dire l'hôtel particulier qui appartiendra à Théodorin Obiang et que la Guinée équatoriale considère comme étant le siège de sa mission diplomatique, mais pour laquelle, n'est-ce pas, ceux qui se plaignent contre Théodorin estiment que c'est un bien mal acquis. Encore faudrait-il définir si c'est quoi un bien mal acquis, à qui profite ce bien. Et dans cette affaire, ce qui défie toute logique, toute cohérence, c'est que la Guinée équatoriale ne s'est jamais plaint d'un détournement de fonds publics. Le peuple guinéen, visiblement, ne s'est jamais plaint parce que la finalité, c'est que ces biens-là qui ont été saisis retournent à la Guinée équatoriale. Mais la victime, qui serait la Guinée équatoriale, ne s'est jamais plaint. Donc, il y a un certain nombre de choses assez bizarres et étranges dans cette affaire. Dr Changabjina, comment est-ce que vous en trouvez ce type de procès? Pourquoi d'ailleurs faire de grands procès avec autant de bruit? On peut tout simplement, par exemple, saisir les biens et les remettre à l'État de la Guinée. Pourquoi aujourd'hui avoir de ces grands procès à Paris, en plus, avec un vice-président d'un pays? Ça ne pose pas problème, selon vous? Alors, si on peut s'écœurer du fait qu'un citoyen puisse avoir des milliards ou alors des biens faramineux, je suis quand même un peu écœuré également par des pratiques impérialistes qui remontent à des périodes moyenâgeuses ou bien médiévales. Alors, je crois que Edmond l'a dit tout à l'heure. Qui de la Guinée équatoriale s'est plaint? Alors, à qui profite effectivement ces biens? Donc, je crois qu'il y a une sorte d'impérialisme qui revient et qui risque d'avoir les odeurs de la Libye. Alors, prenez le niveau de vie du peuple équato-guinéen, mais qui se plaint. Donc, je crois que c'est une incursion, une fois de plus, de l'Occident ou alors du Nord dans des pays africains qui ont tendance à émerger et certains de leurs chefs d'État qui n'ont pas la langue dans la poche. Parce que prenez les postures politiques du président Théodore Obiang Bazogo qui ne fait pas certaines concessions. Je crois que le problème est plutôt au niveau
politique, c'est une manœuvre de déstabilisation, un peu comme ça s'est passé plus tôt. Mais lorsqu'on a quand même, de manière un peu, pour couper la part en deux, on a quand même des hommes politiques qui étalent une certaine opulence, jugée peut-être parfois un peu indécente. Comment on peut procéder dans ce genre de situation pour... je crois qu'il faut concéder aux pays africains une certaine autonomie politique législative. Je crois qu'on n'a pas besoin de s'insurger contre une population ou alors de violer impunément les droits acquis par un pays. Je crois que ce qui se passe en Guinée, à quelques attributs près, c'est un peu ce qui s'est passé en Libye. Alors vous, monsieur... Oui, je serai d'avis avec le collègue parce qu'il faudrait que l'Europe cesse de nous infantiliser. L'Afrique est mature, on est indépendant depuis très longtemps et nous avons les mêmes capacités qu'eux. Nous avons des Africains qui sont formés là-bas, qui enseignent là-bas. Nous avons tout ce qu'il faut pour juger de la situation politique de notre pays. Les Africains peuvent décider de laisser un président au pouvoir, que c'est de leur affaire à eux. Si les Équatoriens guinéens estiment, eux, qu'ils sont contents ou qu'ils acceptent, n'est-ce pas, que leur président reste là autant qu'il voudra, c'est un peuple souverain, on doit respecter la souveraineté du peuple équato-guinéen. Cela dit, on peut déplorer le fait qu'un pays qui est déjà rentré en crise, il faut le dire, parce que la Guinée équatoriale, avec le Tchad, fait partie des 2 pays de la sous-région qui sont en crise et qui risquent d'entraîner toute la sous-région dans des problèmes, puisque le FMI est déjà là pour négocier un autre programme d'ajustement. On peut décrier quand même le fait que chez nous, il y a toujours ce problème de gouvernance, il y a toujours ce problème de redistribution des fruits de la croissance, il y a toujours cette minorité qui s'accapare les biens de tout dans l'ensemble au mépris des autres qui n'est-ce pas, triment, qui croupissent dans la pauvreté. Parce que le fruit de la croissance de la Guinée équatoriale devait profiter à tous les Équato-Guinéens. Et demain, quand ça ira mal, eux tous pourront en souffrir. Donc, quand ça allait bien, une poignée se l'est mis plein dans les poches. Quand ça va commencer à aller mal, c'est les autres qui vont trinquer. Cela n'est pas juste, il y a un problème d'équité. Alors, est-ce que la France, c'est cette instance, est-ce que c'est ce pays qui doit rétablir l'équité au niveau international? Je dis non. Si c'était aux Nations Unies, je serais beaucoup plus confortable. Peut-nous penser Maninga pour sortir de... Oui, moi ça me rappelle curieusement les problèmes auxquels a été confronté le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Parce que, Karim Wade. Oui. Donc il a eu à peu près les mêmes problèmes et ce n'était pas initié par le Sénégal. C'était, bien sûr, il y avait des gens qui en voulaient à son père et tout, mais c'était initié par... Et quand on sait que c'est le fils d'une Française, je crois, ça étonne un tout petit peu. Moi, je me dis que ce que nous vivons ici aujourd'hui et ce que nos chefs d'État subissent de la part de l'Europe, c'est l'Europe qui nous l'a en fait inculqué. Parce que le bakchich, les pots de table, ça c'est des choses qu'ils ont amenées en Afrique. On vous donne tel marché, on va vous produire des voitures, nous on vous reverse 20%. Il y a des gens ici très célèbres qu'on appelait monsieur 10%, monsieur 15%, autant. 100% voilà. Aujourd'hui. Voilà. Donc il y a tout ça. Mais est-ce que ça donne pour autant le droit que ce soit à une ONG ou à, je ne sais qui pas est dans son, il faut le préciser, ils sont dans leur rôle peut-être. Ils sont dans leur rôle de porter plainte, Dr Changa Difna, ces ONG-là. Moi-même, je peux porter plainte. Moi-même, je peux porter plainte. Justement. J'ai le droit. Oui, allez-y, madame. J'ai le droit, mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque on voit, par exemple, le fils d'Obiangema, on a l'impression qu'il est dans le colmateur. Parce qu'on a vu, par exemple, avec Bokassa. Bokassa a volé. La France était complice de ces vols. Mais on est après allé arrêter, bloquer, geler son château et les comptes. Parce qu'il ne correspondait plus. Vous voyez, qu'on le fasse par souci de justice et d'équité, oui, mais pas pour d'autres. Le problème, c'est à qui ils reviendront, c'est bien s'ils sont justement gelés. C'est tout ça. La finalité, si l'initiative est juste, la finalité, c'est que ces biens saisis soient restitués au peuple guinéen, c'est-à-dire à l'État guinéen, in fine. Mais visiblement, si je reconnais que la société civile internationale, à travers Sherpa et Transparency International, sont dans leur rôle
de mobilisation, sont dans leur rôle d'interpellation pour que les dirigeants africains aient une attitude droite, habile vis-à-vis de la gouvernance, la bonne gouvernance. Mais je ne peux pas accepter qu'au nom de ces principes-là, on puisse violer la souveraineté des États et qu'on puisse ne pas chercher l'objectif final, qui est que ces biens saisis doivent retourner en Guinée équatoriale, au trésor public équato-guinéen. Or, visiblement, ce n'est pas dans l'intention de ceux qui se plaignent contre Théodorin Obiang. Voilà, c'est avec ces paroles que nous allons mettre un terme à cette édition de Droit de Réponse. Merci à vous d'être venu, docteur Nitedem, à vous, docteur Chantal Gifna, merci à vous, Pauline Poincé, Maninga et à Edmond Kamga, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche, et à vous, chers téléspectateurs, bon dimanche à tous.